Je suis un ancien agent du FBI, Joe Pistone, le vrai Donnie Brasco. La mafia a mis un contrat sur ma tête, mais j'ai encore plein d'histoires à raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bob Ceron, un enquêteur privé engagé par les forces de l'ordre pour piéger les criminels. Il se fait passer pour un cambrioleur, un pyromane et même un tueur. Un jeu dangereux qui pourrait lui valoir de sérieux ennuis. Il voulait vraiment le faire. Voici les infiltrés. Enquêteur privé, Bob Ceron effectue néanmoins régulièrement des missions pour le compte des différents services de maintien de l'ordre. FBI, bureau du shérif, police locale, bureau du procureur. Je menais des missions pour les autorités, un peu partout aux États-Unis. Bob n'a aucun mal à se faire passer pour un gangster. Il en a côtoyé toute sa vie. J'ai grandi à Chicago, terrain de prédilection de la mafia. En plus, je suis moitié italien, moitié irlandais. En d'autres termes, c'est un monde auquel je n'étais pas totalement étranger et que j'ai souvent dû infiltrer. Bob a appris très tôt à se défendre, à improviser en fonction de la situation, à utiliser son bon sens, bref, à rester en vie. Après avoir permis un gigantesque coup de filet dans le milieu, Bob est contraint de se mettre au vert, la mafia ayant mis un contrat sur sa tête. Il disparaît et atterrit dans les montagnes du Colorado. Arrivé là-bas, il se met à chercher du travail. Bob exerçait en freelance. Il louait ses services d'enquêteur aux plus offrants. Il est contacté par le bureau du shérif du comté d'Arapahoe. On m'a dit, vous voulez vous faire un beau paquet d'argent? J'ai demandé des précisions. Il voulait que je les aide à coffrer des criminels. À cette époque, je dois avouer que je n'étais moi-même pas totalement irréprochable. Je ne suis pas un ange. Il voulait que Bob enquête sous couverture sur un policier qu'il soupçonnait d'avoir volé de la drogue placée sous scellé. S'attaquer à un policier est très risqué. Alors Bob fait monter les enchères. Ils se mettent d'accord sur une somme et Bob accepte la mission. Le policier n'est pas seulement soupçonné de vol. En réalité, la police de l'État du Colorado s'était déjà intéressée à lui à cause d'un cadavre retrouvé au réservoir de Cherry Creek, avec 2 balles dans la tête. La victime était un homme sur lequel ce policier menait une enquête. Et il le soupçonnait de lui avoir réglé son compte. Bob sait où sa cible a ses habitudes. Rapidement, il entre en contact avec le policier. Alors que Bob lui a dit être enquêteur d'assurance, le policier lui a parlé rapidement et ouvertement de drogue. Et lui a proposé de lui en vendre. Je portais un micro. Une équipe de surveillance était à l'extérieur sur le parking. Je lui ai acheté une dose. Le sachet contenait 3,5 grammes de cocaïne. Mission réussie. Le sachet de drogue est une pièce à conviction. Mais il est décidé de poursuivre la mission. Mon responsable direct m'a dit « Propose-lui de lui acheter toute sa marchandise ». J'ai sorti un acompte pour lui montrer que j'avais de quoi payer. La transaction porte sur 1 kilo de cocaïne. Dès que Bob entre en possession de la drogue, l'homme est interpellé. Ils l'ont arrêté en flagrant délit. Le plus beau, c'est qu'il avait apporté une arme. À l'époque, si vous vous faisiez prendre en train de vendre de la cocaïne avec une arme sur vous, vous preniez automatiquement 10 ans ferme. La police et la DEA sont impressionnés par la rapidité avec laquelle Bob a bouclé l'affaire. Ça faisait 6 mois qu'ils essayaient de l'approcher avec des gars de chez eux. Aucun n'avait réussi. Avec moi, en 3 semaines, c'était réglé. Ils étaient épatés. Grâce à son savoir-faire et son habileté, Bob avait réussi à attraper le ver dans le fruit, chose que la police avait été incapable de faire. La DEA et la police de Denver proposent à Bob de travailler pour eux. Mais le bureau du procureur de l'État du Colorado l'a déjà embauché. Il fait appel à Bob pour son expertise en matière de fraude à l'assurance. L'opération Arnaque à l'assurance est lancée. Mon responsable m'a appelé pour que je me rende chez des personnes qui venaient d'être cambriolées à Denver. D'après le propriétaire de la maison, le préjudice se monte à plusieurs milliers de dollars. Sur les lieux, Bob photographie la scène du crime. Il se dit que quelque chose cloche. Pendant que je prenais des photos, Joe Coward est venu me demander ce que je faisais. Il m'a harcelé de questions. J'ai fait attention à ce que je répondais, parce que je savais déjà qu'il avait mis en scène ce cambriolage. Bob a toujours eu un très bon instinct. Pour lui, cette affaire sent l'escroquerie à plein nez. Je savais qu'il avait monté ce cambriolage de toutes pièces. Quand on travaille sous couverture, on flaire ce genre de choses.
Même si son instinct lui dit que Joe Coward a cambriolé lui-même sa maison, Bob doit récolter des preuves de la fraude pour que l'assurance puisse refuser la demande d'indemnisation. Je suis allé voir le garage. Il y avait des bris de verre devant, dans l'allée. Or, si quelqu'un fracture la fenêtre de votre garage pour s'introduire chez vous, les bris de verre seront à l'intérieur, sur le sol du garage. Étrangement, la police de Denver n'avait pas relevé ce détail. Le rapport de Bob parle de fausses déclarations. La compagnie d'assurance lui demande de poursuivre l'enquête. La compagnie d'assurance a demandé à Bob de faire une deuxième visite. Bob discute avec Joe et dans la conversation, il mentionne le fait qu'il porte sur lui un pistolet paralysant. Je le lui ai montré. Il m'a alors proposé de me l'acheter soi-disant pour sa femme. Il m'a offert 50 $. Mon petit doigt me disait « Vends-le lui parce que ce gars-là a autre chose derrière la tête. Des projets plus importants. » Il essayait visiblement d'amener la conversation sur un terrain plus délicat. Et c'est comme ça que ça a démarré. Une fois de plus, l'instinct de Bob ne l'a pas trompé. L'appât est lancé et le poisson s'apprête à mordre à l'hameçon. Ce type savait que j'étais un enquêteur, et ça ne l'a pas empêché de me dire « Je sens que je peux te faire confiance. J'ai un boulot à te proposer. Je vais me lancer et tu me diras ce que tu en penses. J'aimerais que tu cambrioles mon bureau. » La machine se met en branle. Bob opère une transformation invisible. Il devient alors Bob l'homme de main, celui qu'on engage pour faire le sale boulot. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à croire que j'allais faire ça pour lui, mais là, quel choix j'avais? Je n'allais pas lui dire non. Coward détaille sa proposition. Pour me convaincre de cambrioler son bureau, il se disait prêt à me donner un tiers de la somme que l'assurance lui verserait. Et il me montrerait le chèque avant de le déposer à la banque. Bob a alors compris que le faux cambriolage de sa maison n'était qu'un début pour Joe. Il avait bien d'autres projets criminels en tête. Bob est dans la partie depuis trop longtemps pour sauter sur la première offre venue. Quand vous êtes sous couverture, vous devez prendre le contrôle. Ne laissez pas la cible prendre le contrôle. Si la personne dit « rejoins-moi à tel endroit », changez le lieu. Répondez « non, toi, rejoins-moi à tel endroit ». Bob fixe ses conditions. Je l'ai regardé et je lui ai dit « je veux 10 000 $ tout de suite ». Il m'a dit « je n'ai pas cette somme ». Je lui ai répondu « si je n'ai pas d'acompte, pas de cambriolage. Je n'ai pas envie de me retrouver sans rien si tu me lâches. Imagine que je me fasse prendre. » Et on s'est mis d'accord sur 3 000 d'avance. Bob est maintenant en affaire avec Coward. Une situation peu confortable. Je n'avais aucune confiance en Joe. L'enquêteur freelance Bob Ceron soupçonne la victime d'un cambriolage d'avoir voulu escroquer son assurance. Des soupçons confirmés quand l'individu, Joe Coward, lui propose de cambrioler son bureau contre une partie des indemnités de l'assurance. Pour piéger l'escroc, Bob accepte de s'en occuper, mais exige une avance en liquide. Bob a senti que ce Joe n'était pas un homme à se contenter de déclarer un faux cambriolage pour toucher l'assurance. Si Coward avait autre chose en tête, quelque chose de plus grave, cela pourrait se retourner contre Bob. Celui-ci informe le bureau du procureur de l'État de la situation. Mon contact m'a demandé si je voulais travailler pour eux. Et je lui ai dit, si vous mettez des dollars sur la table, moi, je vous livre le gars sur un plateau. Ils m'ont fait une offre, je l'ai refusée. Sans Bob, l'affaire n'existe pas. Alors le bureau du procureur lui fait une offre plus conséquente. Ils finissent toujours par proposer plus d'argent, parce que je suis le seul à pouvoir boucler l'affaire. C'est moi qui leur en avais parlé. Ils n'étaient au courant de rien. L'opération arnaque à l'assurance passe au stade supérieur. Bob voit Coward pour organiser les derniers détails du cambriolage de son bureau. J'avais mis un micro avant de passer voir Joe. Une équipe de surveillance était dehors et écoutait toute la conversation. Tout était consigné pour avoir des preuves devant un tribunal. Après ça, ils ont ouvert une enquête contre lui. Le jour J arrive. C'était le soir. Il était autour de 19 h. La nuit venait de tomber. J'ai enfoncé la porte de derrière de son bureau et je suis entré. Vu l'état des lieux, Coward sait très bien comment s'y prendre. Il avait mis une planche de contreplaqué par terre, à l'emplacement où se trouvait auparavant une photocopieuse à 5 000 $, avec 2 blocs de ciment au-dessus pour donner l'impression que la photocopieuse était toujours là. En fait, il ne reste plus grand-chose à voler. Coward a déjà fait le vide dans son bureau.
On avait déjà déménagé une grosse partie des équipements la veille, dans la journée. Coward va même jusqu'à déclarer voler des objets qui ne lui appartiennent pas. Il m'avait demandé d'apporter tout mon matériel de surveillance, de le poser sur la table et de prendre des photos. Il avait été jusqu'à préparer une lettre disant que je lui avais vendu mon matériel. Rarement un cambriolage aura été aussi facile. Je n'avais plus qu'à prendre quelques objets choisis dans le bureau et ressortir avec par la porte de derrière. J'ai tout mis dans le coffre de ma voiture, garée dans l'allée. Ça m'a pris moins de 20 minutes. Le lendemain, Coward fait une fausse déclaration à l'assurance après avoir signalé le cambriolage. Il a appelé la police de Denver pour signaler le cambriolage après s'être rendu à son bureau. Coward est tellement satisfait du travail de Bob qu'il le réembauche. Joe a voulu passer au stade supérieur et confier une autre mission à Bob. Il voulait que Bob sorte son bateau et le coule, pour pouvoir toucher l'argent de l'assurance. On dirait que Joe a de grands projets pour Bob. Reste à savoir si Bob saura répondre à ses attentes. Un cambriolage qui rapportait à peine quelques milliers de dollars, ce n'était pas suffisant pour Joe. Tout ça commençait à donner l'impression que ces petits larcins n'étaient en fait qu'une répétition générale, un galop d'essai, un test, pour voir si Bob était capable de mener à bien une mission plus dangereuse, le sabordage de son bateau. Il m'a dit « Tu penses que tu peux le couler ?» Je lui ai répondu « Je peux couler tout ce que tu veux. » Ça n'aurait pas été malin de lui dire non. Il valait mieux le laisser croire que je pouvais faire n'importe quoi pour lui. Pour le bureau du procureur, ce nouveau projet de fraude à l'assurance est une aubaine. Il aura de quoi faire tomber Coward pour fraude et conspiration. On a mis sur le coup les gardes-côtes et le département de la Défense. On devait avoir un navire de la marine sur place. Tout ça commençait à prendre une tournure dangereuse. J'avais déjà dû changer d'état après avoir travaillé sous couverture pour la police, alors que j'étais un simple enquêteur pour des assurances. Là, ça devenait explosif. L'opération arnaque à l'assurance s'installe dans la durée. Pour Bob, qui doit jongler avec les autres dossiers, la situation est très stressante. La compagnie d'assurance qui m'employait n'avait que moi comme enquêteur sur Denver. C'était difficile. Je me levais à 4 heures du matin pour aller surveiller le domicile d'un assuré qui avait fait une demande d'indemnisation. Puis j'étais contacté par ceux pour qui je bossais en sous-main. Ils voulaient que je voie Joe. Alléché par les dollars, Coward envisage déjà leur collaboration sur le long terme. Bob améliore sa rémunération en travaillant sous couverture et grâce aux à côté de Joe. Mais c'est un jeu dangereux. Joe devait bien se douter que si je me faisais prendre en train de faire ce qu'il m'avait demandé, je risquais de parler. Ça avait dû lui traverser l'esprit. Je n'accepterais sûrement pas de tomber tout seul. Et je préférerais coopérer avec la police. Bob était inquiet. C'était trop facile. Alors il s'est dit que peut-être Joe essayait de le piéger et qu'il valait mieux éviter de lui tourner le dos ou ce serait fini pour lui. J'avais peur que Joe essaie de me tuer. Enquêteur privé, Bob Ceron aide le bureau du procureur à monter un dossier solide sur Joe Coward, un homme qui multiplie les fraudes à l'assurance. Ses combines deviennent de plus en plus dangereuses, y compris pour Bob. L'escroc semble plus guidé par un ego démesuré que par la cupidité. Quand j'étais chez Joe la première fois pour enquêter sur le prétendu cambriolage de sa maison, j'observais son langage corporel. J'ai su qu'il en était l'auteur. On sentait qu'il se croyait plus malin que les autres. Bob a fini par se demander si ce n'était pas justement parce qu'il était enquêteur d'assurance que Joe avait fait appel à lui. Si ça ne l'amusait pas de le faire passer du mauvais côté. Le comportement de Coward devient de plus en plus étrange. Il commence à se prendre pour une star des films d'action, l'acteur Steven Seagal. Une fois dans son bureau, Joe m'a demandé « Tu ne trouves pas que je ressemble à Steven Seagal ?» J'ai rigolé car je portais un micro. J'ai répondu « Oui, c'est vrai, Joe. T'as des airs de Steven Seagal. » Après ça, pour tout le bureau, Joe Coward devient Steven Seagal. Le personnage a beau être ridicule, il n'en demeure pas moins une menace sérieuse pour Bob. Il faut rester vigilant quand vous êtes sous couverture, parce que certaines personnes n'hésiteront pas une seconde avant de vous mettre une balle dans la tête. Coward doit désormais plusieurs milliers de dollars à Bob, sa part de la fraude à l'assurance. Ça ne le dérangerait certainement pas de voir son complice mourir dans un accident. Si quelque chose m'arrivait, pour lui, c'était tout bénef. Coward a sans arrêt de nouvelles idées d'arnaque à lui proposer, comme le sabordage de son bateau. Mais ce ne sont que des délits mineurs comparés à
à son tout dernier projet. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je veux que tu fasses brûler mon immeuble ». J'ai failli avaler de travers. Il parlait d'un immeuble d'habitation avec des enfants. Je me suis avancé vers lui pour que le technicien qui nous écoutait, Mike, puisse entendre. Je lui ai dit « Joe, il y a des gens qui vivent là ». Il ne s'agit pas seulement d'un incendie criminel, mais bien de meurtre. Bob lui a dit « Comment tu vas faire sortir les gens ?» Joe lui a répondu « C'est pas mon problème. Ce que je te demande, c'est de mettre le feu. Je veux toucher l'assurance. » J'ai eu un instant d'hésitation. J'ai avalé ma salive et je lui ai dit « Je suis sûr que c'est dans mes cordes. » Bob est sidéré par l'absence totale de scrupules de Joe et son mépris pour la vie humaine. Et il n'est pas le seul. En sortant, je suis retourné à la camionnette de surveillance. Les 3 personnes à l'intérieur étaient prêtes à aller tuer ce type. Les missions d'infiltration, j'en ai fait pas mal, mais celle-là m'a marqué. Malgré le dégoût que lui inspire le projet de Joe, Bob est obligé de faire comme s'il y adhérait. Si je n'avais pas accepté, qui sait si cet idiot n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre pour incendier son immeuble? Et si des gens mouraient parce qu'on n'avait pas bouclé ce dossier suffisamment vite? Bien sûr, il était hors de question pour Bob d'incendier un immeuble habité. Mais il lui fallait connaître les détails du plan de Joe pour s'assurer que ni lui ni un autre ne le mettent à exécution. Si j'échouais, des enfants risquaient de mourir. Le sentiment général est que Coward est de plus en plus incontrôlable. Il est totalement instable. Joe a été mis sous surveillance, 24 heures sur 24. Les personnes pour lesquelles je travaillais dans le cadre de cette mission ont compris qu'il devenait urgent de l'arrêter. Coward remet sans arrêt l'incendie sur le tapis. À chaque fois, Bob temporise. Mais c'est un jeu dangereux. Je lui ai dit « Occupons-nous d'abord du bateau. Après, on incendiera ton immeuble, si tu veux. » Mais il ne pourra pas repousser l'échéance éternellement. Coward n'aime pas qu'on lui résiste. Joe en savait beaucoup sur Bob. Ils avaient commis des crimes ensemble. Et il pouvait commencer à trouver son complice encombrant. Bob en est conscient. Il sait qu'il marche avec une cible dans le dos. Je surveillais mes arrières quand je sortais de son bureau. Quelque part, j'espérais qu'il tente quelque chose. Parce que dites-vous bien que si ça avait été le cas, il aurait fini à la morgue. Et ça aurait été considéré comme de la légitime défense. Coward se fait de plus en plus pressant avec l'enquêteur d'assurance. Il revient sans cesse à la charge. Je ne crois même pas que Joe faisait ça pour l'indemnisation. Il était guidé par son ego. C'était une situation dangereuse. Les choses s'accéléraient. Bob rencontre ses responsables au bureau du procureur. Il craint que Coward s'impatiente et décide finalement de faire cavalier seul. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas empêcher que des personnes meurent. L'enquêteur d'assurance infiltré Bob Ceron s'est vu demander d'incendier un immeuble habité. Il prend des risques en forçant son commanditaire à patienter. À tout moment, celui-ci pourrait décider d'embaucher quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot, voire assassiner Bob. Coward ne pense plus rationnellement. Il prend des risques démesurés en comparaison de l'argent que peut lui rapporter la fraude. La somme qu'il espérait obtenir à la clé était dérisoire par rapport aux longues années qu'il risquait de passer dans une prison fédérale. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. La pression augmentait. Plus l'opération traînait en longueur, plus le danger était grand pour Bob. Si tuer des enfants pour toucher l'assurance ne l'effraie pas, Joe n'aura certainement pas plus de scrupules à se débarrasser d'un complice gênant. Bob le sait, et ce n'est pas ça qui lui fait peur. Il a l'habitude. On m'a tiré dessus 3 fois. J'ai été poignardé. Et si vous sortez un couteau ou une arme à moins d'1 mètre de moi, il ne faut pas compter sur moi pour me laisser faire. Quitte à mourir, je préfère me battre. Il ne faut jamais reculer. Vous attrapez la personne, chopez son flingue et vous tirez. Pareil avec un couteau, vous l'attrapez et vous le plantez. Vous faites ce que vous avez à faire pour survivre. Bob continue de gagner du temps. Mais jusqu'à quand? Joe était sur le point d'être arrêté. Je ne savais pas quand, mais je savais que c'était imminent. Au bureau du procureur, personne n'était prêt à prendre le risque que quelqu'un se fasse tuer parce qu'ils avaient trop tardé à l'arrêter. Coward est surveillé 24 heures sur 24. Pas question d'attendre un jour de plus. Il est temps d'intervenir. Et si un enfant était dans l'incendie de l'immeuble? Un enfant, un adulte, qui que ce soit. On ne pouvait pas laisser plus longtemps cet homme en liberté. Alors la décision a été prise de l'interpeller.
Bob est sur une autre affaire quand il apprend la bonne nouvelle. J'étais en surveillance à Windsor, dans le Colorado. Mon contact chez le procureur m'a appelé pour m'annoncer « On a arrêté Seagal aujourd'hui ». C'est le surnom de Joe Coward, qui aime se comparer à l'acteur de films d'action Steven Seagal. J'ai rigolé et j'ai demandé comment ça s'était passé. Il avait tenté de donner un coup de poing à un policier, ils avaient dû le mettre au sol. Mais il était maintenant à la prison du comté. Quelle satisfaction pour Bob d'avoir mis hors d'état de nuire un homme comme Joe Coward. Un arnaqueur qui était prêt à aller jusqu'à tuer pour de l'argent. Un homme mauvais. C'était une belle prise. Coward est appréhendé et jeté en prison. Il a été arrêté pour fraude à l'assurance. L'homme est inculpé de conspiration en vue de commettre un incendie criminel et fraude à l'assurance. Un drame a été évité, la mort de victimes innocentes pour de l'argent. Quand Joe m'a demandé d'incendier l'immeuble, je lui ai fait remarquer qu'il y avait des enfants à l'intérieur. J'ai compris à sa réponse que cet homme n'avait aucune morale. C'est la personne la plus répugnante que j'ai jamais rencontrée. Sans Bob, ça se serait fini comme un de ces tragiques faits divers que vous lisez dans les journaux. Un bâtiment réduit en cendres et des corps dans les décombres. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé pour les forces de l'ordre, j'adorais quand mes chefs me disaient « T'as intérêt à faire gaffe avec lui. Ce gars n'est pas idiot. » J'avais l'habitude de répondre « S'il n'était pas idiot, vous n'auriez pas fait appel à moi pour le coffrer. Il est moins malin que vous le pensez. »